Un, deux, un, deux, trois. Alors, bonsoir. Donc, on reprend les émissions, les séances de l'Académie Europe. Donc, aujourd'hui, 30 mars, on a décidé de parler, de faire une petite réflexion sur le 150e anniversaire de la Commune et sur le populisme français d'hier et d'aujourd'hui. Alors, les personnes qui parleront de ceci seront Roberto Fiorini, Jean-Gilles Mayarakis et Robert Stakers. Donc, il y aura deux séances, c'est-à-dire deux tours de table de part de chacun, et puis une conclusion de la part de chacun, et après vous pourrez poser vos questions par écrit, éventuellement aussi à l'oral, on verra bien selon l'emploi du temps. Alors, je vais peut-être commencer directement, et je laisse la parole à Roberto. Alors, attends, je lance mon minuteur, parce qu'on est minuté. Alors, 9 minutes. Bonsoir à tous. Donc, je vais commencer par faire une partie historique, parce que je pense qu'il est nécessaire de la faire, parce que ça permettra d'introduire un certain nombre de choses sur ce mouvement de la Commune, sur son contexte, sur son époque. Alors, la Commune de Paris, c'est un mouvement complexe qui fut d'abord patriotique contre l'envahisseur prussien et ensuite social, puisqu'il était pour une république sociale, mais il a été confronté à la complexité de camps aux intérêts antagonistes. Entre ceux qui avaient tout, y compris des alliés prussiens, et ceux qui découvraient qu'ils pouvaient faire et qui n'ont pas suffisamment préparé les événements. Dans cette partie, il faut comprendre que le régime de Napoléon III, donc le Second Empire, semblait perdre un peu de légitimité. Et donc, il fait un plébiscite en mai 1870, et il s'avère que Paris et Marseille notamment, mais plutôt un quart sud-est de la France, n'étaient pas favorables, merci de couper vos micros pour ceux qui ne parlent pas, n'étaient pas favorables à l'Empire, au régime de Napoléon III. Et pour donner un exemple, sur Paris, 183 000 votes contre l'Empire et 130 000 oui. Donc c'était une crise de légitimité très importante pour Napoléon III. Et il faut comprendre le contexte derrière, le contexte social, et c'est le baron Haussmann qui le dira en 1862. Il dira que sur 1,7 million de Parisiens, il y avait plus d'1 million d'indigents, donc de gens très en dessous du seuil de pauvreté. Donc ça explique cette défiance, parce que le régime de Napoléon III était un régime libéral et un petit peu autoritaire, mais finalement il faisait la part belle aux nantis. Et donc face à cette situation, Napoléon III décide de déclarer la guerre à la Prusse, et on dirait un peu comme Biden aujourd'hui, qui cherche à agiter un petit peu à l'extérieur pour ressouder à l'extérieur. La France, mal préparée, perd cette guerre, et la perd comme il faut d'ailleurs. Tant et si bien que le 1er septembre 1870, l'empereur est fait prisonnier à Sedan, et le 2 septembre, la France capitule. Dès le 4 septembre, sur Paris, se met en place la Troisième République. C'est-à-dire que le peuple de Paris refuse de relaisser une légitimité à ce gouvernement, et donc le balaye et mettre en place l'Empire. Et ce sera une des grosses problématiques de cette période-là, puisque finalement les nantis avaient moins peur des Prussiens et étaient prêts à livrer la France que de la révolte des Sandans, comme aurait dit Hollande aujourd'hui. On a affaire dans cette histoire-là à des gouvernements qui ne feront que finalement trahir le peuple de Paris qui lui voulait la guerre, voulait la poursuite de la guerre pour laver l'honneur de la France et sauver ce qui serait à sauver. Et en face, on aura des nantis qui ne feront que mentir,
tout au long de la période. On va passer assez vite parce que sinon ce serait trop compliqué. Mais voilà, le fort de cette période, c'est des nantis et des monarchistes qui ne souhaitent pas que la République prenne les affaires en main, et le peuple de Paris qui, lui, souhaite la guerre, alors que les autres ont compris qu'ils l'ont perdue et sont prêts à sacrifier l'Alsace et la Lorraine notamment, et prêts à payer 5 milliards de francs or aux Prussiens. Il faut bien comprendre, par exemple, que Blanqui dira, Auguste Blanqui, qui avec ses écrits dans La Patrie en danger, dira de manière assez forte, il valait mieux investir 100 millions de francs dans des fusils et armer le peuple de Paris, où il y avait 200 000 gardes nationaux, même si c'était des gardes de piètre valeur, mais finalement acheter des armes et continuer d'armer la France ou de la défendre, ce que ne feront pas ce que ne fera pas ce gouvernement de défense nationale, dont le nom est toute une duplicité, comme le savent très bien faire ces gens-là. Voilà. Et donc les Allemands entrent dans Paris le 1er mars, ils défilent, et pour ce faire, ce gouvernement de défense nationale demande au gouvernement français d'enlever les canons dans certains quartiers, dans les quartiers où les Allemands vont défiler. Et on verra que cette histoire de canons va être le détonateur de l'insurrection des communards. Pourquoi? Tout simplement parce que la guerre était quasiment perdue, donc maintenant il ne restait plus qu'à abattre les républicains qui venaient de s'installer, mais il fallait que ce soit une république qui écrase ces insurgés, et surtout pas une monarchie. Voilà. Donc Blanqui disait que ça puait la trahison permanente, et que c'est comme ça que c'était écrit dans la presse populaire de gauche, en tout cas du peuple. Et c'est Alphonse Thiers qui devient chef du gouvernement, Adolphe Thiers, pardon, qui devient chef du gouvernement, à qui échoit la tâche de finalement mettre le feu aux poudres, puisque une fois la menace prussienne terminée et admis qu'on ne gagnerait plus la guerre, du coup il fallait se débarrasser de la République, et on avait vu que sur Paris il y avait une très très forte proportion d'insurgés. Et le peuple s'est aperçu qu'on s'est joué de lui, notamment grâce aux écrits, j'insiste, mais de Louis-Auguste Blanqui, qui dira que finalement on n'a rien fait pour organiser une riposte. Voilà. Et que les mandataires, donc le peuple, demandaient une résistance, et que les mandants, eux, donc les gouvernementaux et autres, demandaient une reddition. Voilà. Et pour allumer l'incendie, le patron de la Banque de France a rappelé à Adolphe Thiers pourquoi il avait été élu. Et il dira, il faut y aller, marcher, lancer contre la République rouge, jacobine et communiste. Alors la France, suite à la défaite, il me reste 2 minutes, la France, suite à la défaite, n'avait droit qu'à 12 000 hommes, 12 000 soldats, donc compliqué de mater la rébellion avec ça. Donc il ira voir Bismarck et demandera à en avoir 40 000. Pour autant, on arrive en cette veille de 18 mars, qui sera le début de l'insurrection populaire. Le pouvoir communique en disant, avec sa presse, en disant que ceux qui ont des canons vont les tourner contre les maisons du peuple, etc. Et que le prétexte de ces canons est le prétexte de rafle contre les chefs. Et ça, c'est quelque chose dont il faut se retenir. Et finalement, on va agiter le peuple avec cette histoire de canon qu'il fallait récupérer et enlever au peuple. Il fallait aussi récupérer leurs armes, et surtout 2 autres sujets. On voulait supprimer la solde des gardes nationaux, ce qui serait revenu à se débarrasser d'eux, et les obliger à rembourser dettes et loyers, alors que dans cette période il n'y avait pas eu d'activité, et que forcément on leur demandait de rembourser tout cela. C'était leur mettre le couteau sous la gorge. Voilà, donc Thiers va envoyer le 88e régiment de ligne pour récupérer ces canons. On tue un garde national, mais ce 88e régiment refusera de tirer sur le peuple, et du coup ils mettent la crosse en l'air, et là c'est la panique pour Thiers, qui se carapate, qui s'enfuit à Versailles, et qui emmène avec lui tous les services, tous les gouvernements, etc.
Ce même 18 mars, on assiste à l'assassinat de 2 généraux, dont celui qui avait voulu faire tirer sur le peuple. Et Thiers quitte Paris en abandonnant la Banque de France, en laissant l'argent dans les coffres. Et ce sera le prélude à toute la phase d'après. Voilà. Voilà mes 9 premières minutes. Je pense avoir brossé l'essentiel des points importants. Je laisse la parole, donc du coup, au suivant. Alors, sans transition, je voudrais remarquer, pour moi c'est le point essentiel, c'est qu'il y a autant de regards sur la commune qu'il y a presque de communards. Aujourd'hui, et surtout aujourd'hui, parce qu'il s'agissait d'associer le souvenir de la commune à celui de ce qu'on appelle aujourd'hui le populisme. Aujourd'hui, la survie de l'identité française et européenne suppose une défense bec et long de la patrie et de ses libertés. Or, 150 ans après la Commune de Paris, qui peut être présentée en effet comme un mouvement patriotique, il peut sembler paradoxal quand même que les héritiers légitimes du combat nationaliste français d'hier puissent honorer encore les insurgés de 1871 qui étaient des Rouges. Paradoxal car désormais ceux qui accaparent ce souvenir, ceux qui dominent dans ce souvenir, sont les pires ennemis de l'identité et des libertés. Ils sont les pires ennemis de l'idée même de patrie. Regardez-les. On doit le dire clairement, et ceci pour plusieurs raisons. D'abord, si toute la gauche ne se reconnaît pas dans la commune, notamment à cause des violences, de ce qu'on peut appeler quand même les crimes de la commune, la plupart de ces militants voudraient faire semblant d'en brandir le drapeau en mémoire de la semaine sanglante et effectivement de la manière extrêmement dure dont ont été réprimés les communards. Quand nous nous rendrions dans notre jeunesse au mur des fédérés, je me souviens de Maurice Bardet, des amis du socialisme français de la commune, auxquels Bardèche expliquait que leur présence était quelque chose de complètement paradoxal, voire d'absurde, mais qu'elle venait en fait, du PPF, dont les racines dépassaient la droite et la gauche, et de l'équipe de Je suis partout, qui continuait cette tradition. Donc, quand nous nous rendions au mur des fédérés, nous n'observions pas seulement le fait que nous côtoyions des staliniens français et les pierres tombales des dirigeants du Parti communiste qui étaient à leur place. Nous rencontrions des marxistes-léninistes kurdes. Ça pouvait nous sembler des trucs à attraper des bêtes. Et c'est donc à partir de cela que nous devons réfléchir de nos jours. Le nationalisme français est apparu dans un contexte très particulier, qui est celui de la revanche, de l'idée qu'il ne fallait pas que l'Alsace et la Moselle restassent dans l'Empire allemand. Et mais c'est aussi au lendemain de l'échec d'un homme politique qui a traversé, qui est une espèce de comète, qui est le général Boulanger. Et le nationalisme français est apparu parce que, ce que dit Maurice Barrès, le boulangisme échoua faute d'une doctrine. Donc les nationalistes français aiment bien en particulier le souvenir de Louis Rossel, que même un Léon Daudet soulignait, puis qui a eu une descendance multiple, et qui était un insurgé au sein de la commune, un homme qui était par patriotisme et pas parce qu'il voulait la révolution rouge. Les premières troupes du nationalisme français ont été recrutées dans les rangs des blanquistes, qui étaient l'une des composantes de la Commune de Paris. À l'époque existait encore un peuple de Paris qui n'existe plus de nos jours. Je me souviens que dans mon enfance, on reconnaissait encore
l'accent parigot. Aujourd'hui, les gens qui se prévalent de l'héritage de la commune vont jusqu'à dénigrer tous les accents. Tout cela donc est englouti. Il n'y a plus d'usine à Paris. Il y a de moins en moins d'ateliers à Paris. Les électeurs de Madame Hidalgo et plus encore ceux du camarade Mélenchon, actuellement son rival, mais dans le contexte de la préparation des présidentielles qui nous passionnent tous, j'imagine, ils se recrutent surtout parmi les bobos, les fonctionnaires et les fonctionnaires de la ville de Paris. Les gens qui travaillent à Paris n'y habitent plus, ne votent plus à Paris et je pense même qu'ils votent de moins en moins. Quand Barrès écrit son fameux roman « Les Déracinés » en 1897, qui était déjà illisible dans ma jeunesse, reconnaissons-le, il n'avait encore rien vu en matière de déracinement. Aujourd'hui, les choses ont entièrement changé. Autrement dit, la vraie question qui doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut retenir de ces insurgés? Qu'est-ce qu'on peut retenir de leurs idéaux, que je vais essayer de mon côté, parce que évidemment, on est plusieurs à envisager la chose différemment, mais leurs idéaux ont une part intéressante à rappeler aujourd'hui encore. Qu'est-ce qu'on peut retenir de leur patriotisme? Est-ce qu'il est dirigé contre les Prussiens? Je ne crois pas. Et donc, il faut en cette matière, comme en toute, se garder d'un passéisme stérile. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire dans une première intervention. Merci Jean-Gilles. Alors Robert peut continuer et puis on fera un deuxième tour. Oui, est-ce que je ne suis pas un spécialiste de la Commune de Paris, bien entendu, ça je ne vais pas me vanter d'avoir des connaissances extraordinaires sur cette partie de l'histoire de France, mais ce qu'il faut quand même souligner à l'heure actuelle et dans le contexte général du désordre qui pointe à l'horizon partout en Europe, tant en France qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas ou même dans d'autres pays, c'est que la Commune de Paris est une insurrection contre la démocratie représentative, contre les parlements et les parlementaires en faveur et se présente en faveur d'une démocratie directe. Donc là, nous avons un problème qui est récurrent au cours de l'histoire de ces 200 dernières années, c'est-à-dire que la représentation n'est qu'une représentation finalement très limitée du corps populaire. Or, cette représentation avait trahi les insurrections populaires déjà en 1830, en 1848. 1848 est une année de révolution nationale, de révolution nationale et nationale, cela signifie plus ou moins toutes les classes sociales ou toutes les catégories de la population qui ne sont pas représentées au sein des parlements. Donc il y a toute cette problématique qui ressort de la Commune de Paris. En plus de cela, la démocratie représentative était autoritaire. Elle fonctionnait de manière autoritaire, comme aujourd'hui on voit un retour à certaines formes d'autoritarisme, dans la mesure où on ne peut pas contester le pouvoir en place, les légitimités, je dirais, héritées des scrutins des 70 ou des 80 dernières années, après la Seconde Guerre mondiale. On ne peut pas contester les partis qui représentent les idéologies dominantes ou les idéologies qui ont été acceptées à la suite du second conflit mondial. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais ce qui est quand même important de voir, c'est que nous avons aussi cette idée proudhonienne. Les proudhoniens ne sont pas trop bien représentés dans la Commune de Paris, dans les
70 personnes qui ont été élues et qui ont pu effectivement siéger ou prendre des décisions. Sur ces 70 élus, il y a 12 journalistes et 3 avocats. Ce sont les seules professions qui ne sont pas représentatives d'une production. Et ça, c'est intéressant à souligner dans la mesure où, après la paix, quand la paix a été proclamée en Allemagne, justement, le mouvement Völkisch va vouloir une représentation populaire qui ne compte que des producteurs et qui aurait même exclu les professions juridiques de la représentation. Donc un avocat n'aurait pas eu le droit, et un journaliste non plus, n'aurait pas eu le droit de se présenter au suffrage du peuple parce qu'il n'était pas producteur. Donc il y a là aussi quelque chose d'intéressant quand on voit les chiffres exacts, je les ai notés. Il y a dans ces 70 élus qui participent de fait à la Commune de Paris, aux décisions de la Commune de Paris, il y a 33 artisans, 24 professions libérales, dont les 12 journalistes et les 3 avocats, le reste sont des médecins, des vétérinaires, il y a un ingénieur, etc. Et il y a 6 ouvriers. Il n'y a donc pas une grosse représentation ouvrière. Ça, c'est un fait qu'il convient tout de même de souligner. Les petits artisans et les petits commerçants sont davantage représentés dans cette Commune de Paris. Et alors, il faut aussi souligner, pour être bref, parce qu'on pourrait parler pendant de longues minutes sur tous ces détails qui sont tout de même révélateurs, c'est que parmi ces 70 députés va se dégager un groupe qui se rappellera les majoritaires et qui seront radicaux. Ils compteront essentiellement les blanquistes. Blanqui ne participe pas puisqu'il est arrêté dans le département du Lot et il est amené en résidence forcée quelque part en Bretagne par la troupe et refusera d'être échangé, notamment d'être échangé contre l'archevêque de Paris, Monseigneur Darbois, qui sera exécuté dans les derniers jours de la Commune. Et les minoritaires qui sont des internationalistes plutôt pacifistes et parmi lesquels il faut compter les Proudhoniens. Donc voilà, ici il y a pas mal de faits à souligner, mais ça Roberto l'a déjà fait. Ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est que ces 70 élus décrètent un moratoire sur les dettes, notamment les loyers. Ce qui est une idée à retenir face aux banques aujourd'hui, mais nous sommes évidemment, comme disait Jean-Gilles, il n'y a plus un peuple de Paris homogène, il y a une société composite et même extrêmement composite, et plus composite que en Inde où on a inventé ce concept où il y a des hindous, il y a des musulmans. Les villes d'Europe occidentale aujourd'hui sont bien plus composites qu'elles ne l'étaient au 19e siècle. Il suffit de voir les noms de ces 70 élus. Tous les noms sont absolument gallo-romans, comme on dit exactement en philologie. Il y a juste un certain Thijs, qui est probablement alsacien d'origine, et un certain Vermeers, qui est d'origine flamande ou de la région lilloise, et un certain Frenkel. Donc le reste on voit vraiment par l'onomastique que ce sont des autochtones. Donc il y a un moratoire sur les gestes, il y a les premiers éléments d'autogestion, on peut retenir et on doit retenir des éléments d'autogestion dans le fonctionnement des entreprises à l'heure actuelle encore aujourd'hui. Il y a aussi l'idée que retiendront aussi les Völkisch allemands, et ça va se répercuter jusqu'à la révolte des paysans dans le Schleswig-Holstein en 1928, la gratuité des actes notariaux. Et alors aussi, et ça c'est intéressant de le souligner, il y a un ensemble de communeurs qui veulent une forme d'artecratia, ce qu'on s'appellera en Italie l'artecratia
que Marinetti va théoriser, mais aussi D'Annunzio de son côté dans une esthétique qui est complètement différente, mais soit, il va falloir embellir, et ça c'est un aspect des socialismes de la seconde moitié du 19e siècle qu'il est intéressant de souligner. Ce sont surtout les Anglais avec le Art and Crafts qui vont lancer une esthétique complètement nouvelle, et les communards s'en feront l'écho. C'est aussi un aspect très intéressant à souligner. Mais j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je crois que j'ai déjà largement dépassé mon temps, et je vais céder la parole au quatrième participant. Bon, deuxième tour de table alors. Roberto, tu peux recommencer. Puis on fera le tour de table, tu tireras les conclusions, je ferai deux, trois réflexions et puis il y aura les questions. Allez-y, Roberto, tu peux aller. Allume ton micro. Ok, pardon. Alors effectivement, sur les réalisations de la commune, on s'aperçoit que y avait cet antagonisme qu'on peut retrouver aujourd'hui dans une partie de notre camp entre les patriotes et les sociaux. Pour faire simple, il y a beaucoup de patriotes qui, une fois le Prussien vaincu, n'ont pas envie de se lancer dans toutes les réformes que demande la République. Et ça fera naître, du coup, ça affaiblira le camp des communards et ça les obligera à une grande timidité dans les mesures qu'ils vont mettre en place. Parce que finalement, ne se sentant plus légitimes, comme l'a expliqué Robert, avec une partie de petite bourgeoisie qui était là et qui finalement ne veut pas de cette remise en cause de l'ordre social, alors ceux que Jean-Gilles appelait peut-être les gens d'extrême gauche, oui, c'était des gens d'extrême gauche, mais je maintiens qu'ils étaient absolument patriotes. En tout cas, pour la grande majorité, il y avait très peu de marxistes et quelques internationalistes, mais voilà, une timidité dans les mesures qu'ils vont mettre en place. Dans les choses intéressantes à retenir, parmi les choses qu'ils ont déjà essayé de mettre, c'était le plafonnement des traitements qu'ils se sont imposés à eux-mêmes, ces communards qui géraient la commune. Ils ont plafonné les salaires, ils ont interdit les cumuls, ils ont mis en place des boucheries municipales face à la spéculation qu'il y avait pu y avoir, de manière à permettre aux plus indigents et aux plus faibles d'entre eux de manger. La séparation entre l'Église et l'État, c'est déjà une solution qui a été mise en place sous la Commune et que reprendra la Troisième République par la suite. Mais du coup, du fait de cette timidité opérationnelle, on verra que les communards n'oseront pas beaucoup de choses finalement. D'abord, ils n'ont pas eu beaucoup de temps, ils n'étaient pas organisés, on avait décapité les chefs, la plupart avaient été arrêtés le 17 mars, dont Blanqui. J'insiste, mais Blanqui, c'est quelqu'un qui, si vous lisez La Patrie en danger, avait clairement écrit comment on pourrait fortifier Paris, comment on pourrait armer le peuple de Paris, comment on pourrait former ses gardes nationaux, même si Rossel essaiera d'y amener un peu de rigueur militaire, mais il sera désavoué, il était prêt à fusiller pour l'exemple, et on l'a désavoué, donc du coup il a démissionné, et ça stérilisera la capacité offensive de cette commune de Paris, parce que incapable de s'organiser, mais qui aurait été capable de le faire en 50-60 jours, sachant qu'ils ont été obligés de reconstruire tous les services et gouvernements, puisque les officiels étaient partis. Et que derrière, ils avaient 200 000 gardes nationaux qui, s'ils avaient été correctement armés, auraient pu fondre sur Versailles, mais ils ont préféré jouer la défensive, donc une timidité dans la gestion de ce qu'ils avaient à gérer, et peut-être que ça pourra pour nous servir de réflexion sur avoir à l'esprit un chemin à suivre pour pas avoir à l'improviser le moment venu, et c'est l'intérêt d'avoir des minorités actives, formées, armées, prêtes, ce qu'a essayé de faire Blanqui, j'insiste sur ce personnage, à travers la Société des saisons et la Société des familles. C'était un carbonard où donc chaque soldat se payait son fusil, ses cartouches, s'entraînait, et plusieurs fois il tentera de faire le coup de poing pour essayer de
d'allumer la flamme, finalement, pour précipiter les événements. Il le fera un peu trop tôt dans cette histoire avec la caserne de la Villette, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Et finalement, ces gardes, ces communards aux affaires n'ont même pas eu le courage d'aller prendre l'argent qui traînait au ministère des Finances ou de piller la Banque de France, qui était une banque privée. Ils vont lui demander des prêts. Et il faut savoir que la Banque de France ne prêtera que 9 millions, que 20 millions à la commune de Paris, alors qu'il y avait dans ces 20 millions, 9 millions d'argent qui appartenait déjà à la commune de Paris, et que dans le même temps, cette Banque de France va donner 250 millions de francs à Thiers et à ses hommes. Tout ça pour dire que je pense qu'ils ont été trop timides, dans ce qu'ils ont essayé de mettre en œuvre. Et point important, j'insiste, ils ont réclamé un bout de justice sociale. C'était les prémices de tentatives d'organisation de nouveaux systèmes, loin des, comment dire, des abus de tous les nantis et de ceux qui étaient au pouvoir, qui avaient un profond mépris pour le peuple, et qui pour eux n'étaient bons qu'à être des bêtes de somme. Et finalement, eux qui réclamaient cette justice sociale et un gouvernement qui leur correspondait, à savoir la République, on est typiquement dans cette période-là. Finalement, les nantis se sont appropriés la République. Ils en ont fait quelque chose, c'est Robert encore qui disait se méfier de la démocratie, se défier des assemblées. Encore une fois, Blanqui le dit, méfiez-vous de votre représentation et de tous ces gens-là. Quand on n'a pas une représentation directe, effectivement, on est l'esclave. Et aujourd'hui, on est encore dans ce système-là. C'est flagrant. Ça a été flagrant dès 1834, d'ailleurs, avec les révoltes des Canuts, où quand les nantis ont besoin de quelque chose, de loi pour arranger leur destin, ils vont voir ces gouvernants. Et finalement, c'est bien la République qui va massacrer ceux qui avaient une aspiration à plus de justice sociale et à plus de liberté. Et dans ce qu'on a aujourd'hui à bien conserver en mémoire, c'est ce qu'on a revu avec les révoltes des Gilets jaunes, c'est qu'en face et dans la foule de tous ces policiers, il y avait des indicateurs, des provocateurs. C'est bien le régime de Thiers qui voulait enflammer, de la même manière que pour pouvoir permettre la répression. C'est toujours le même système, ça il faut l'avoir à la tête. Les manipulations de la presse qui ont écrit dans toute la province et partout en France que ces gens-là n'étaient pas légitimes, que c'était des assassins, etc., des gens dangereux. Tenter de manipuler les élections. Et puis, autre point important, mais je suis presque déjà dans ma conclusion, mais c'est pas grave. Ne pas oublier, Blanqui le disait, et je pense que l'image sera assez claire, qui a du fer a du pain. Et aujourd'hui, on voit bien que Biden, quand il arrive aux États-Unis, une de ses premières mesures, comme par hasard, il y a des fusillades, donc il veut désarmer, il veut faire enlever les armes automatiques, de manière à avoir un peuple totalement désarmé et à pouvoir enlever sa capacité de réaction ou de défense. Et c'était déjà la même démarche avec Thiers qui voulait désarmer les gardes nationaux. Voilà. Je m'en garde un peu pour la fin. Je passe la parole à Jean-Gilles. Il faut remettre votre micro, Jean-Gilles. Le micro, Jean-Gilles. Il est parti, il a quitté la réunion. Il s'est trompé, il va rentrer. Attendons 2 minutes, c'est pas trop grave. Si ça tarde plus qu'1 minute, Robert prend la place et puis il passera en 3e. Pendant encore une petite minute. Voilà. Jean-Gilles, si tu arrives à réallumer le micro. Le micro.
Tu dois activer le micro. Ah, encore une fois. Ah. Bon, faisons comme ça. Robert, tu veux parler toi? J'appelle Je vais continuer. Bon, pratiquement, Roberto a tout dit en ce qui concerne le résumé des événements. Il faut aussi, j'aurais voulu souligner aussi ici la composition d'une ville, parce que c'est intéressant de voir comment se composait une ville à l'époque, dans la deuxième moitié du 19e siècle, là où beaucoup de choses ont commencé et qui ont toujours un impact sur notre vie quotidienne. C'est que Paris comptait à l'époque 1 800 000 habitants. Parmi ces 1 800 000 habitants, il y avait 442 000 ouvriers, parce que comme disait, je ne sais plus si c'est Jean-Gilles ou Roberto disait, il y avait des usines dans Paris, il n'y en a plus aujourd'hui. Il y a 442 000 ouvriers, 70 000 petits artisans, plus de très petits commerçants qui ont à peine de quoi vivre. Il ne faut pas imaginer que le statut de ces artisans, le statut social de ces artisans, ce qu'ils ont dans leur assiette, leur logement, etc., sont meilleurs que ceux des ouvriers. C'était une misère noire, en gros. Mais il n'y avait plus de mixité sociale dans les quartiers. Et ça, c'est important pour la commune de Paris. Les travaux de Haussmann avaient fait en sorte que il y avait des quartiers majoritairement ouvriers et des arrondissements qui étaient plus, je ne dirais pas nantis, mais où les gens vivaient dans plus de confort et avaient de quoi se nourrir à peu près tous les jours. Donc, ce qui déclenche aussi cette commune de Paris et peut-être sa radicalité, c'est à l'époque aussi la famine que le siège de Paris a enclenché, que le siège prussien de Paris a enclenché, avec tout de même une terreur de voir la disette perdurer pendant de longs mois. À l'époque, c'est quand même quelque chose de très angoissant et qui fait en sorte que les gens se portent justement volontaires pour la garde nationale. Les fusils étaient présents. Il y avait 500 000 fusils dans la place de Paris à l'époque, mais bien sûr, les 250 000 soldats de la garde nationale, de la garde nationale qu'on évoque dans la commune de Paris, une garde nationale qui élit ses officiers, ce qui n'est pas toujours une bonne idée, ce que Rossel soulignera justement, parce que lui, il est un officier de bonne formation, c'est un officier professionnel qui est passé... Donc, ces 250 à 350 000 hommes de la garde nationale ne sont pas formés. C'est la levée en masse de tous les hommes de 25 à 50 ans et on va ajouter dans la commune tous les hommes de 17 à 25 ans. Donc on va faire une sorte de mobilisation totale et générale, mais sans aucune formation militaire. Et alors, je ne sais pas, Roberto, tu dis qu'ils n'ont pas choisi l'offensive vers Versailles. Il y a effectivement eu une offensive vers Versailles, mais elle a échoué devant les soldats professionnels. Et les soldats professionnels sont 12 000 à la disposition de Thiers, peut-être, mais il va négocier avec Bismarck la libération de prisonniers de guerre qu'on va trier sur le volet et on va ne prendre que des professionnels qui auront eu au moins 7 ans de service militaire. Donc c'est ça qui va expliquer évidemment le succès des Versaillais quand il s'agira de mater la commune. Ce sont des soldats professionnels qui, comme le
disait évidemment un journaliste stipendié ou payé par les Versaillais comme Maxime Ducamp. Maxime Ducamp va dire, ben oui, il va décrire ces soldats comme, oui bon, un ramassis d'ivrogne, va-t-il dire, pour les besoins de la propagande, mais comme incapable de faire face à des armées commandées par des officiers réels. Alors pour la provocation, comme on parlait, les provocations dont parlait Roberto, c'est vrai que la commune n'a jamais donné l'ordre de détruire ou de vandaliser un certain nombre de bâtiments dans la ville de Paris, mais les incendies se sont soldés tout de même par un désastre pour la mémoire collective que l'on doit toujours payer aujourd'hui, à mon avis. C'est que la bibliothèque du Louvre va, avec 200 000 volumes, va être réduite en cendres, de même que les archives de l'hôtel de ville, les archives de l'état civil vont disparaître. Or, ces archives datées de 1515. Donc, c'est toute la mémoire collective de 5 siècles, pratiquement, qui va s'envoler en fumée. Et ça, c'est un des désastres de la commune. Bon, je crois que je peux céder je peux céder mon temps de parole à Jean-Gilles maintenant, qui a certainement des tas de choses intéressantes à dire à propos de tous ces sujets-là. Et voilà, je lui cède la parole. Gilles, t'as toujours pas de micro. Et on t'attend pas. Ton micro n'est pas, Gilles, ton micro n'est pas actif. Voilà, peut-être. Voilà. Ah ben voilà, magnifique. Sabotage. Alors après ce sabotage, La déconnexion. alors, je voudrais essayer de parler du socialisme français, celui qui a fait la commune. Ce n'est pas encore, et ce n'est même pas du tout le marxisme. Celui-ci n'est alors représenté que par une des composantes, Roberto l'a bien dit, elle est minoritaire au sein de l'insurrection et on les appelle les internationaux. Mais même les internationaux, parce que ce qui est intéressant, c'est aussi le parallèle avec notre époque. Les internationaux, n'oublions pas que la première revendication de la première réunion à Londres en 1864 de la première internationale, c'est l'arrêt de l'immigration de main-d'œuvre qui, à l'époque, concerne, car elle fait venir dans la métropole du capitalisme qu'est Londres, des Français et des Belges. Donc, voilà, à réfléchir pour notre époque. Les deux principaux courants sont l'un, le blanquisme, ça a été bien dit, bien rappelé. Blanqui est un personnage passionnant, mais dont on n'a pas le temps de parler aujourd'hui. Et il a deux fils spirituels, qui sont d'une part Tridon, l'inventeur c'est l'auteur d'un livre qui s'appelle Du molocchisme juif, et un autre fils spirituel qui s'appelle Clémenceau. Autrement dit, c'est deux choses très, très, très différentes. Et le blanquisme, c'est la révolution insurrectionnelle par instruction pour une prise d'armes. Voilà la pensée de Blanqui pendant toute sa vie militante. Et effectivement, il est absent, mais les blanquistes sont présents dans la Commune de Paris. Mais il y a aussi une autre composante. Celle-là, elle n'est pas idéologique, elle est sociologique, ce sont les bavards. Parce que moi, je reste fidèle à la description de Louis Rossel. Il faut voir que tous les gens, tous les Delescluze, etc., sont absolument, nous sont irrespirables. Mais nous sont irrespirables pas seulement à cause de leur idéologie, mais aussi à cause de leur méthode. Ce qui est intéressant, c'est le courant proudhonien qui, certes, ne dirige pas l'insurrection, qui n'est pas vraiment représenté, mais qui reste une composante essentielle du socialisme français jusqu'en 1871 et malheureusement beaucoup moins au-delà. Ce socialisme français
qui a pour objectif l'association libre des producteurs. Or, cette idée converge, pas étrangement d'ailleurs, pour moi, elle est naturellement convergente, avec les doctrines corporatives de la Tour du Pin. Deux sphères s'opposent autour de cet héritage. Elles sont divisées par quoi? Par une ligne de partage de l'attitude vis-à-vis de la religion. Car on doit toujours se souvenir que les gens qui ont massacré les communards sont des paysans catholiques absolument révoltés aussi par l'attitude des provocateurs anticléricaux de la Commune et par l'assassinat de Monseigneur Darbois, qui était un homme pacifique qui a cherché justement à maintenir l'équilibre. Or, naturellement, alors à l'époque, quand on parle de la religion, ça désigne le catholicisme. Aujourd'hui, quand on entend le mot religion, et quand on entend le mot laïcité, ça n'est plus la laïcité de 1905, quand on entend le mot religion, on pense à l'islam. Voilà, il faut quand même bien mesurer qu'on est dans un monde tout à fait différent, que le populisme français, dont on va essayer de dire quelques mots en conclusion, le populisme français d'aujourd'hui, c'est autre chose que la Commune de Paris. Des crimes ont été commis par les éléments anticléricaux, et ça, on ne peut pas le nier. Et ils vont accroître cette déchirure entre les paysans et ce peuple de Paris qui est encore un peuple d'ouvriers, d'artisans, voire de petits commerçants. Donc, observons le caractère artificiel, sinon accidentel. Et aujourd'hui, la cause de la liberté et de la patrie doit rassembler, et elle rassemble, ceux qui croient à la terre et ceux qui croient au ciel. En tout cas, c'est ma conviction profonde. Et c'est là-dessus que je voudrais insister. Bien entendu, on pourrait passer des heures à en débattre et des pages à en écrire. Mais fondamentalement, la question du proudhonisme reste actuelle. Et alors, il faut voir aussi en face ce que Marx et Engels écrivent de la Commune de Paris. D'abord, Marx n'a absolument pas de mots assez durs, de sarcasme, de mépris pour accabler les malheureux communards réfugiés à Londres. Lisez-le, vous verrez à quel point, en plus, il considère, et ça c'est une autre question qui n'est plus de notre temps, c'est qu'il considère que la victoire des Prussiens, qui finalement est naturelle parce qu'ils sont organisés en face de gens désorganisés et de gens sérieux en face de gens qui ne sont pas sérieux, je suis désolé de le dire, mais c'est une loi de la pesandeur des armées. Mais lui, il trouve que c'est formidable parce que c'est la victoire de la grande industrie sur le petit travail artisanal qu'exalte Proudhon. Il est très content de cet aspect-là. Bien sûr, il n'aime pas du tout Adolphe Thiers, qui est le seul Adolphe que la France ait pu se permettre, mais fondamentalement, il méprise totalement cette idéologie. Et Engels va encore plus loin, et cela aussi c'est très important, parce que nous, quand nous parlons de la Commune, nous disons au besoin la rose et le roséda, mais au besoin, nous pensons que les communards ont été probablement trop violent. Mais lui, Engels, il dit non, la Commune a échoué parce qu'elle est trop gentille avec ses adversaires. Et c'est cela que va retenir Lénine qui développe cette idée. Car tous, Engels et Lénine, vivent dans le thème de la Commune de Paris. Je ne parle même pas de Mao Tse-tung, qui est leur continuateur et qui est lui aussi. Alors, c'est assez étonnant d'ailleurs de voir à Pékin qu'on s'intéressait encore à la Commune de Paris. Donc, il faut bien comprendre cette dimension-là, c'est que le socialisme français a été vaincu et détruit avec la Commune de Paris, qu'il réapparaîtra dans des aspirations libertaires et nationalistes. Alors là aussi, aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que la question de la frontière franco-allemande ne se pose plus dans les mêmes termes, et
nous n'en sommes plus à savoir si l'Alsace est allemande ou si elle doit être restée française. Nous sommes aujourd'hui écrasés par les mêmes forces multinationales. Voilà. Donc, je vois des réflexions très intéressantes de nos amis, et donc j'ai épuisé mon temps de parole, et voilà. Donc, alors, je vous laisse faire une petite conclusion, après on fera des réflexions. Dans ce sens-là, alors on garde le dernier tour de rôle, parce que sinon, Jean-Gilles va parler de suite. Donc, Roberto, Robert et Jean-Gilles. Vas-y, Roberto. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai déjà dit, mais si on doit faire le rapprochement avec l'époque actuelle en termes de populisme à faire naître, ou en tout cas à imaginer, le premier parallèle que j'aimerais faire, et moi je penserais plutôt comme Engels, que la conscience de classe n'était pas assez réveillée à cette époque, elle était naissante, et je pense que les communards ont été trop gentils et que de manière générale, ils n'ont pas osé. Ils n'ont pas osé et que cela leur a coûté cher. Robert, tu disais tout à l'heure, il y a eu effectivement une offensive, mais je crois que c'était une offensive d'une petite troupe. C'était pas une offensive organisée, c'était une petite escarmouche. Mais ce que ça a montré, c'est qu'ils auraient pu avancer, notamment contre les Prussiens. Cette conscience de classe, elle n'existait pas. Et je pense que le parallèle avec aujourd'hui, ce serait de dire qu'on n'a pas, de la part du peuple en général, même si ça commence à ressortir avec le Covid, d'une dégradation de la conscience, mais de l'asservissement. Et j'utilise le mot à bon escient. Je crois que Jean-Gilles disait qu'on a besoin d'un retour à la liberté. Là, on est en train de rentrer dans un monde d'asservissement assez violent, et que je pense que, je disais tout à l'heure qu'il nous faudrait des gens instruits, des minorités qui doivent préparer et éduquer, mais aussi rappeler l'importance de nos chefs. Et ce qu'ont pas fait les communards, c'est de les protéger. Et en ce sens-là, ils ont été un petit peu légers, parce que finalement, le gouvernement d'Adolphe Thiers, dès le 17 mars, il fait arrêter les 100 ou les 110 qui avaient fait signer une première affiche de révolte quelques semaines auparavant. Il fait emprisonner Auguste Blanqui le 17 mai. Et aujourd'hui, quand on veut décapiter un mouvement, eh ben on s'en prend à ses têtes, et en général, ça suffit. Ça montre bien ce que vous avez tous les deux d'essayer de faire émerger, aussi bien Robert que Jean-Gilles, c'est la question du fédéralisme, où on s'aperçoit que finalement, dans un pays jacobin comme la France, le fédéralisme proudhonien a beaucoup de difficultés à émerger, et que culturellement, tous ces gens qu'on a habitués à ne rien faire, eh ben, on a du mal à leur faire des choses. Autre parallèle, une fois qu'on a des chefs, qu'on a formé des minorités, il faut pouvoir tenir le cap. Et là, on a vu, par exemple, avec le mouvement des Gilets jaunes, que ça a été une tornade totalement désorganisée, un torrent d'informations, un torrent de mouvements, un torrent d'initiatives qui ont été incapables de se fédérer, de se regrouper et d'avoir un semblant d'action. Mais c'est facile de juger pour des gens qui ont été au pouvoir à tout casser une cinquantaine de jours. Voilà, on a face à nous un système qui a appris à survivre dans le temps, avec les apparences qui sont celles de la République et de cette démocratie, mais pour autant, ils mettent au pouvoir qui ils veulent et ils se maintiennent comme ça, et ça passe de façon quasi inespérée. Et comment ils se maintiennent, et ce sera peut-être un des éléments de conclusion, alors ils se maintiennent bien sûr grâce à la presse, qui désinforment de manière massive, mais surtout ils se maintiennent grâce à des prétoriens, à des forces de l'ordre. Et ce que nous rappelle l'épisode de la Commune, c'est que Adolphe Thiers, quand il a vu ce qui s'est passé avec le 88e régiment d'infanterie qui a levé la crosse et qui a rejoint le peuple, il n'a pas commis la même erreur une seconde fois. Et les troupes qu'il a fait rapatrier, qui étaient prisonnières chez les Allemands, il les a encasernées. Il leur a interdit de lire la presse, il leur a interdit tout contact avec l'extérieur, de manière à pouvoir les manipuler à bon escient et en faire des bourreaux du peuple. Voilà. Donc, parallèlement à effectivement ces forces de l'ordre, peut-être commencer à les travailler moralement pour expliquer à ces prétoriens actuels du système qu'ils sont finalement les gardiens d'un système totalement injuste, mais ça c'est les vœux pieux,
Moi, malheureusement, j'ai l'impression que tout ça va s'accentuer, mais ça doit faire partie des réflexions qu'on doit se poser. Voilà, travailler les forces de l'ordre, travailler notre propre capacité à nous défendre, travailler notre propre capacité à nous défendre et à communiquer. Et ce sera déjà très ambitieux parce que malheureusement, la valeur travail nous manque énormément. Et Vallès disait, et il a dit dans les premiers jours de la commune, il a dit pas de canonnade au travail, parce qu'il fallait montrer l'exemple. Et aussi bien les communards que les canuts ont essayé de montrer l'exemple. Ils ont fait baisser la criminalité et l'alcoolisme. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses, mais voilà en ce qui me concerne les éléments de conclusion. S'il y a quelques questions, elles seront les bienvenues. Oui, les questions viendront forcément. Robert, toi. Oui, ben voilà, bon, pour rebondir un petit peu sur ce que Jean-Gilles disait à propos du jugement de Marx sur la commune. Bon, il dit aussi que la commune, ben, c'est une bonne initiative, c'est la preuve que le peuple peut s'armer, c'est la preuve que le peuple peut prendre des décisions, et puis il va effectivement critiquer de manière acerbe, et avec les sarcasmes qu'on lui connaissait, toutes les formes de socialisme français, d'ailleurs, au bénéfice de son seul système à lui, hein, qu'il va vouloir imposer pour toutes les internationales, parce qu'il était un système sérieux, et non pas un système proche de ce qu'il avait critiqué auparavant, c'est-à-dire les socialismes utopiques. Alors, je voudrais conclure en parlant simplement, en disant simplement que paradoxalement, c'est donc à partir de 1873 en Allemagne, quand une bonne partie de l'argent des 5 milliards payés par la France au titre de réparation, puisque c'est elle qui avait déclaré la guerre, une bonne partie de cet argent va provoquer une bulle spéculative en Allemagne qui va provoquer un ensemble de faillites et déclasser toute une série de petites entreprises qui étaient nées grâce à ces fonds qui coulaient à flot. Là va se créer le mouvement Völkisch, mais il ne sera pas inspiré justement par le socialisme marxiste. Il sera pragmatique, il sera il ne sera pas idéologique, il sera plus pragmatique qu'idéologique, et c'est la social-démocratie qui, elle, s'alignera sur le pouvoir, qui va se dire marxiste, tandis que les autres pas, et là va se créer justement un mouvement qui ne va pas mettre en exergue cette rupture qui apparaît dans la Commune de Paris. C'est la rupture entre une France citadine, qui est minoritaire à l'époque, et une immense France rurale, qui a d'ailleurs élu l'Assemblée nationale de Thiers, puisque elle va être décriée par les communards comme étant une assemblée de ruraux, et les soldats de Thiers, non seulement on va les encaserner comme disait Roberto, mais on va sélectionner uniquement ceux qui sont d'origine rurale, bien sûr. Donc là, il va y avoir effectivement déjà une cassure en France qui aujourd'hui est toujours mise en exergue par un géographe comme Christophe Guilly, qui parle de la France périphérique et d'une France que je vois de mes yeux quand je la traverse, qui perd tous ses atouts, ses petits atouts industriels, qui est déshérité et qui a fourni énormément d'éléments aux Gilets jaunes dans une perspective qui n'est pas la perspective de classe qui apparaît dans le Paris de la commune avec ses 442 000 ouvriers qui font partie de sa population. Et alors, en dernière petite remarque, il y a une chose qui est quand même bonne à souligner, c'est que d'autres villes, beaucoup de villes de France, dont Lyon, Marseille, etc., ont tenté de créer une commune, et l'idée de gérer les communes de manière différente que les arrondissements ruraux ou les départements ruraux est peut-être une idée que la commune de Paris a
généré, mais qui n'a toujours pas été appliqué, sauf évidemment Bruxelles, la ville où je suis, c'est une ville qui est gérée en tant que ville. Il y a encore l'exemple de Brême, de Hambourg et de Berlin, bien sûr, qui sont des entités urbaines, parce qu'on a compris qu'il y avait tout de même une différence fondamentale dans la mentalité entre les villes et les campagnes. Alors, je voulais simplement conclure encore en parlant de Clémenceau. Clémenceau faisait partie de l'Assemblée nationale de Thiers et il a voté et il a accepté la répression féroce qui s'est déroulée en mai, à partir du 21 au 28 mai, la semaine sanglante, qui a conclu la Commune de Paris. Clémenceau a été non pas un des acteurs, mais quelqu'un qui a poussé à la charrette, comme on dit, qui a donné sa bénédiction, pour autant qu'on puisse parler de bénédiction chez ce laïc militant. Il avait sa bénédiction au nettoyage féroce de la ville par les troupes de Thiers. Cependant, après, il a été un des principaux avocats de l'amnistie, puisque les procès qui vont commencer à la suite de la Commune de Paris vont s'étendre sur une dizaine d'années. Pendant une dizaine d'années, on va poursuivre des gens, on va les condamner à la prison, à la relégation, notamment en Nouvelle-Calédonie. Il y a les Caldoches, entre autres en partie, sont des exilés non pas volontaires, mais des exilés de la Commune de Paris qu'on a envoyés en relégation dans cette île du Pacifique. Donc voilà, Clémenceau va avoir ce double chapeau, celui de quelqu'un qui appelle à la répression et qui après, pendant la répression, va militer pour l'amnistie. Et ça nous ramène à Carl Schmitt, qui lui a écrit des pages très intéressantes sur la notion d'amnistie après une victoire militaire. Celui qui emporte le morceau ne doit pas s'acharner sur les vaincus. Donc Carl Schmitt a beaucoup, avec la rigueur qu'on lui connaît, a beaucoup parlé de cela. Et bon, c'est intéressant de voir évidemment comment c'est pas l'objet de l'émission aujourd'hui, enfin de voir comment Clémenceau a agencé ses arguments. C'est historiquement intéressant, juridiquement intéressant également. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour la conclusion. Alors, de mon côté, je dirais que c'est très difficile de prétendre conclure cet échange qui est intéressant et qui, dans sa richesse même, nous montre de quoi nous sommes issus. Nous sommes issus, effectivement, d'une dimension insurrectionnelle. C'est certain que cette flamme a quelque chose d'attirant. Ce qui est certain, c'est que nous sommes dans une autre époque et que, par exemple, défendre la patrie, c'est plus la défendre contre les Prussiens, surtout pas, c'est s'entendre entre Européens, et d'ailleurs à notre toute petite échelle, c'est ce que nous essayons de faire. Et quand j'entends mon vieux camarade Stoiker, je me dis que j'ai toujours été personnellement beaucoup plus proche des Völkisch allemands que des blanquistes français. Alors, il y a une chose, Blanqui, effectivement, qui porte le fer à du pain. Cette citation était en exergue d'un journal d'un socialiste italien qui éditait Il Popolo d'Italia. Mais cette citation très forte et très belle, le problème, c'est que nous n'avons pas de fer, ou nous avons peut-être trop de pain même à notre époque. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que d'être Völkisch? Qu'est-ce que c'est que de s'intéresser à Proudhon contre Marx, essayer de prendre la revanche de Proudhon sur Marx? Qu'est-ce que c'est que cette idée fédéraliste? Qu'est-ce que c'est que cette idée européenne? Eh bien, c'est justement cette chose de la patrie et de la liberté. C'est très difficile d'adhérer absolument, quand on entre vraiment dans le détail de ce qu'a fait la Commune. Oui, elle avait des velléités de justice sociale, mais le peuple de France, en 1871, c'est une majorité de paysans.
Et cette majorité de paysans, aujourd'hui, elle n'existe plus. Mais de même que les ouvriers de Paris, ça n'existe plus. Autrement dit, il est intéressant de se demander ce que peut être aujourd'hui, alors on appellera ça le populisme, la lutte des métiers contre les technocrates, la lutte contre effectivement un carcan fiscal, les monopoles sociaux absurdes, les bureaux, la bureaucratie. C'est ça les luttes de notre époque. Et c'est évidemment aussi la lutte contre une invasion qui n'est pas nécessaire de qualifier pour les gens qui nous écoutent en ce moment et qui est devenu notre vrai problème. Voilà, je pense qu'en effet, aujourd'hui, on peut dire que, alors on employait l'expression, Roberto parlait des nantis, c'est l'expression, oui, bien sûr, mais c'est en effet ce monde-là qui lui aussi est en grande partie partie prenante dans l'appel à l'immigration pour casser les salaires, pour diviser complètement le peuple et nous faire de nous des membres d'une société de consommation docile. Et c'est surtout ça dont nous ne voulons pas. Voilà tout ce que j'avais à dire. Mais je crois très difficile de prétendre conclure. Évidemment, il y a beaucoup de choses très riches qui ont été dites par mes interlocuteurs. Moi-même, je ne me surprends pas. Mais par contre, je suis intéressé par justement la diversité de nos réactions en face d'un fait comme la commune. Et je pense que, par exemple, les communards sont encore des jacobins. Et c'est aussi de ça que crève la France et de cela que crée cette idéologie-là que crève l'Europe. Bon, merci. Alors, je veux poser trois questions, enfin, trois sujets de réflexion. Les deux premières sont liées l'une à l'autre, c'est-à-dire, dans quelle mesure Zef Sternel a raison, dans quelle mesure se trompe-t-il quand il parle des racines de la droite révolutionnaire dans la commune, première. Deuxième, qui est liée à la première, est-ce que l'alliance qui est produite par les clivages de Dreyfus entre une certaine extrême gauche et une certaine extrême droite, gérée particulièrement par l'Action française, est produite aussi en bonne partie par l'expérience commune de certains personnages dans la commune. Et troisième élément, est-ce que dans le populisme français, on parlait du populisme français, alors je vais faire un raccourci, le populisme français d'un populisme grosso modo d'insurrection massive, particulièrement parisienne et très spontanée. Alors ça donne des résultats effectifs, directs, quand il y a l'alliance avec la bourgeoisie, 1830. Dans les autres cas, normalement, ça échoue. Ça a échoué en 1848, ça a échoué en 1871, ça échouera aussi, parce que de là, de quelque manière, on parle de ceci, Lucifer 35, ça échoue aujourd'hui avec les Gilets jaunes. Mais ceci étant dit, est-ce que le fait, alors la question, est-ce que c'est obligé que ça échoue? C'est très particulier d'une mentalité française, mais encore, est-ce que tout cet échec, ces échecs, sont comme des vrais échecs ou sont comme des grains d'arrosaire qui après permettent quelque chose survit et qui reste dans le réel grâce à la force de l'exemple et au sang versé. Voilà, ce sont les questions que je pose sur le tableau, sur la table, ceux qui veulent répondre ou réfléchir. Voilà. À vous la parole. Je vais réagir. Il y a beaucoup de questions dans ta question. Yeah. J'ai envie de te dire d'abord que les échecs successifs nos amis anglais, puisque nous avons des amis anglais, ont une formule
qui est très belle. L'Angleterre ira de défaite en défaite jusqu'à la victoire finale. Et donc, peut-être qu'un jour ça réussira, mais en fait, on doit aussi se tenir compte des raisons de cet échec, et ces raisons, c'est l'absence d'une organisation. Et ça, c'est contre ça que luttait Blanqui. Blanqui luttait contre la désorganisation naturelle, donc instruction pour une prise d'armes, etc. Et c'est contre ça qu'ont lutté ensuite les gens comme Lénine. Mais au service de quoi? Et toute la question est là. C'est la première réponse que j'aurais envie de dire. Nous devons tenir compte quand même des raisons pour lesquelles, les choses dans lesquelles nous pouvons nous retrouver, qui, par exemple, dans le nationalisme français, il y a l'historique. Enfin, dans ma jeunesse, on parlait tout le temps du 6 février 1934. Pourquoi ça a échoué? Oui, il y a des raisons objectives qui expliquent très bien Charbonneau, etc. Donc, c'est le problème aussi, c'est des directions politiques qui ont toujours été aspirées vers l'échec, et ce n'est pas nous qui les avons choisis. Bon, je ne vais pas entrer dans des polémiques, mais j'y ai assisté en 60 ans de militantisme, comment ça fonctionnait. Voilà, et donc c'est aussi les leçons des échecs des nationalistes français sont à trouver dans l'histoire du nationalisme français. Voilà. Mais je pense qu'il y a comme il y a beaucoup de questions, il doit y avoir beaucoup d'amis qui ont beaucoup de réponses. Quelqu'un d'autre veut me répondre sur un sujet quelconque de ceci? Je laisse le premier sujet à Robert, et je veux bien répondre à la troisième après. Quand tu dis premier sujet, c'est Zeev Sternel, c'est ça? Oui. Ah oui. Oui, bien sûr, mais Zeev Sternel, bon, dans la brochure que je lui ai consacrée, qui a déjà connu 2 éditions, Sternel participe d'un vaste mouvement. Il est beaucoup plus subtil que Bernard-Henri Lévy, mais il faut quand même savoir que Bernard-Henri Lévy utilise quelque peu le même schéma quand il écrit l'idéologie française. Et l'idéologie française, ça sert à criminaliser tout ce qui, à gauche comme à droite, risque de s'opposer à ce qu'il convient d'appeler le marais, puisque le marais libéral, c'est ça qui va exécuter, selon Bernard-Henri Lévy à l'époque, le Testament de Dieu. Les livres sont à peu près de la même époque, hein, donc celui de Bernard-Henri Lévy est de 78, celui de Sternel est de 76. Donc, mais il faudra attendre. Il a moins d'impact. Il a moins d'impact que celui de Lévy qui était vendu dans tous les kiosques à tambour battant. Donc Sternel essaye de criminaliser le tout. Donc il ne va pas, il va être très précis, il va être très utile, il va nous ouvrir l'esprit. Ce fut notre livre de chevet, la droite révolutionnaire fut notre livre de chevet, mais il y a tout de même aussi une grande variété de personnages qu'il met en exergue, et dont la trajectoire. Elle a pu, à un certain moment, les trajectoires de ces personnages très différents ont pu fusionner à un certain moment, mais elles auraient pu être aussi complètement différentes ou fusionner avec d'autres éléments. Donc, il n'y a pas une convergence vers l'extrême droite, comme on a tenté de le faire quelques années après, à partir du tonnerre de Dreux, quand Stirbois remporte les élections à Dreux et lance la dynamique du Front National. Donc, les choses auraient pu être très différentes. À l'époque, effectivement, Le Pen écrivait un livre où il vantait le système de Thatcher. Or, Thatcher, c'est Guilly qui me semble avoir bien mis en exergue en une seule phrase la perversité du système mis en place en 79 par Thatcher. C'est-à-dire
Thatcher a dit un beau jour, there is no society, il n'y a pas de société. Et s'il n'y a pas de société, ben on va détruire tout ce qui fait société, puisque ça va s'opposer, tous ces éléments sociologiques, tous ces faits sociologiques vont s'opposer au système libéral qui ne peut fonctionner que s'il n'y a plus de société. Alors si je dis qu'il n'y a plus de société, il y a eu différentes méthodes pour la tuer. Il y a la tertiarisation outrancière qui va chasser effectivement les ouvriers de Paris et les remplacer par des bobos. Il va y avoir le grand remplacement des populations pour faire de nos sociétés des sociétés composites qui ne peuvent pas fonctionner. Et puis alors il y a le générisme, et même le générisme avant la lettre, qui apparaît d'ailleurs dans la Commune de Paris, avec Louise Michel et des premiers éléments de féminisme que je n'incrimine certainement pas à l'époque, puisqu'il fallait défendre en quelque sorte la survivance devant la famine des familles et des enfants, et garantir aux épouses le bon fonctionnement de leur foyer, etc. Ce n'était donc pas ce que nous voyons aujourd'hui, mais le féminisme qui va se muer en générisme va aussi briser la société. Et tout ça s'est mis en place à partir du néolibéralisme de Thatcher et puis de Reagan. On aboutit aujourd'hui, évidemment, avec Macron qui veut parachever le travail. Parfait. Je voulais dire, je vais répondre moi-même à ma question, peut-être. Alors, comment je la vois sur Sternel? Je suis assez d'accord. Moi, je prendrais ça avec beaucoup de, comment dire-je, avec de pinces. Parce que, bon, l'idée que la droite révolutionnaire soit née de la Commune, pour moi, elle est assez fausse. Alors, je vous, tout en ayant une partie des vérités. Alors, je fais un exemple. En Italie, le 68, ça n'a pas de comparaison, évidemment, mais 68, c'est pas passé comme hier. Donc, 68 a été fait par tout le monde, effectivement. Donc, on a eu la même moule. Et donc, à un certain moment, je me souviens d'une réponse extraordinaire d'un camarade, à quelqu'un qui lui posait la question sur le fait de similitude et de différence avec le sein gauche par rapport à 68, et vous êtes tous des 68ers. Il a dit, nous sommes nés tous dans la contestation qui est notre mère, nous avons deux pères complètement différents. Donc je pense qu'il y a eu ça, que le père de la soi-disant droite révolutionnaire précède la Commune, traverse la Commune, et que en fait ça a accouché de différents enfants. Moi, ça c'est mon avis, mais okay, c'est tout. 68 excessivement bourgeois n'est-il pas? Non, c'est pas vrai. C'est bourgeois c'est bourgeois la gestion de 68. Tout de suite après, parce que 68, d'un point de vue, sociologique, est né justement par le fait que c'était tous les fils des ouvriers, des paysans, etc., qui étaient devenus universitaires. Donc c'est né par d'autres dynamiques. Mais ça a été géré pas que par la bourgeoisie, ça a été géré quelque part par l'école de Francfort, mais c'est autre chose. Je voudrais bien répondre du coup sur la question 3 des sursauts populaires. Je crois qu'il y a un point sur lequel on peut tous converger, c'est de dire qu'il peut y avoir sursaut populaire quand il y a union du peuple des classes moyennes. C'est-à-dire les artisans et les libéraux, etc. Et que l'histoire est complètement ouverte parce que je pense qu'avec ce Covid, on est en train d'assister au laminage de cette classe moyenne. On est en train de tuer beaucoup d'indépendants, beaucoup d'artisans, et que beaucoup de libéraux même vont disparaître du fait de l'arrivée des avancées technologiques. Les avocats, les médecins, etc., les comptables, tous ces gens-là vont être balayés par le transhumanisme et par l'intelligence artificielle. Et je pense qu'il peut y avoir de vraies recompositions. Après, il faut avoir à l'esprit, et je pense que c'était déjà le mouvement Gilets jaunes, première phase, c'était ça. C'était l'union de ceux qui en ont marre, qui travaillent,
et de ceux qui souffrent. Et que Thatcher, pour reprendre ce que disait Robert, elle avait dit aussi que Tina, there is no alternative, il n'y avait pas d'alternative. Et aujourd'hui, je pense que il peut y avoir des alternatives un de ces 4 matins, parce que là, tout le monde est sous perfusion, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui fait faillite en France. Je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais tout le monde est sous la perfusion de la pompe Afrique qui va s'arrêter en 2022. Et donc, c'est à partir de là qu'il risque d'y avoir des faillites, des détresses, et que ça peut rebattre les cartes. Et je pense qu'un de nos enjeux, ce sera d'éviter justement un des enjeux pour un mouvement populiste qui se voudrait digne de ce nom, sera d'arriver à travailler à l'union des parties différentes. Et on a vu avec quelle facilité le pouvoir a divisé les gens pendant les manifs des Gilets jaunes, en les emmenant à se taper les uns sur les autres. Voilà. Il ne faut pas oublier l'habileté de la démocratie à diviser et à opposer. Et il faut non plus perdre de vue que le mouvement national de Marine Le Pen est totalement asservi par le pouvoir, puisqu'ils la tiennent par le fric. Si elle veut se financer, il faut qu'elle se retire. Et donc ce mouvement-là, tout comme je vais certainement choquer certains d'entre vous, mais le parti de Mélenchon sont des fausses alternatives du bloc populaire, et qu'il y a quelque chose d'autre qui demande à émerger. Et je pense que les Gilets jaunes, c'était cette aspiration-là. La déception de ne pas voir leurs aspirations patriotiques être monter au pouvoir, et les aspirations de ceux qui travaillent et qui n'en profitent pas, et enfin les aspirations de ceux qui voient la justice sociale se faire laminer. Donc ça c'est à mon avis, et je sais que je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais que la démarche d'Onfray et d'autres d'essayer de reconstruire quelque chose, à mon sens, elle a du sens, justement. Elle a du sens. Si on veut incarner... Roberto, oui. Roberto, oui. Tu as une question sur le chat qui t'a posé Alix, sur laquelle je suis assez d'accord avec notre ami marxiste sur la réponse. Mais vas-y, dis. Jusqu'où le peuple actuellement est-il prêt à aller dans l'acceptation des restrictions? Tu as raison de dire qu'on voit pas le fond du puits, parce qu'ils ont utilisé la plus vieille des recettes. Je vous invite à lire la controverse de Sion de Douglas Reed, où on voit que la peur a été utilisée, et notamment par ceux qui ambitionnent un oahisme mondial, que la peur a toujours été utilisée à cette fin, et que c'est compliqué d'arriver aujourd'hui à démonter ces argumentaires-là. La peur est forte, la sidération est forte, alors qui est létal peut-être pour certaines catégories de la population, finalement est bien moins dangereux. Donc compliqué, mais ça fait partie de notre travail d'éveilleur, Alix, je pense, d'expliquer, d'informer, de réinformer, même si c'est compliqué. De toute façon, je dois ajouter une chose. Je vois que d'habitude, il y a cette réflexe un peu partout en France, en Italie, en Espagne, en Grèce. Il y a le reflet de imaginer la question comme si elle était française, italienne, grecque, espagnole. Donc, on voit ce qui se passe et on parle contre son peuple, appelons ça comme ça, parce que c'est pas un peuple, de manière relativement juste. On parle contre son propre gouvernement, etc. Mais en fait, c'est partout pareil. Oui, oui, c'est partout pareil, parce que les mécanismes mis en place sont partout pareils. Moi, je pense que c'est partout pareil, non seulement par les mécanismes, mais aussi par la psychologie actuelle. Je veux dire, les gens c'est apte à l'actuelle transformation anthropologique aussi. Hein. Le deux ensemble. C'est ce que j'avais dit dans mes conclusions, que finalement la conscience de l'acceptation de l'asservissement, elle régresse. Alors elle s'anime pour certains, mais pour d'autres, elle est totalement transparente. Et que c'est à nous d'essayer d'éveiller un peu les consciences pour... même si, comme me demande Jean-Paul, de faire le constat que, mais je crois que ça a déjà été dit, que la différence sociologique entre le peuple de la commune et le peuple de la France actuelle est totalement différente.
il n'en demeure pas moins qu'il peut y avoir des convergences pour mettre à bas le système. Je crois que la partie elle n'est pas jouée, elle n'est jamais jouée, et il faut des joueurs pour essayer de bouger des pions sur l'échiquier, et je pense qu'un mouvement populiste peut en faire partie, sinon on n'a qu'à aller à la pêche tous, je crois. La pêche, c'est ennuyé. De quoi? À la pêche, oui, c'est ennuyeux. Moi, j'ai pas la patience. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions. Gilbert, tu veux dire quelque chose? Là, tu parlais d'Onfray. Les micros. Oui, non, ce que je voulais dire, je suis d'accord sur le Rassemblement national, Front National, et bien entendu Mélenchon. Mais pour Onfray, moi, l'idée est bonne. L'idée est bonne d'Onfray de faire un front commun des forces populaires. Mais j'ai l'impression, à part son côté girondin, mais je trouve que l'exécution, comme j'ai dit dans mon poste, est très suspecte. Il a un accès très important dans les médias, et il me semble qu'il y a beaucoup de faiblesses dans ses idées, comme sa position qu'il a prise sur le Covid ou par exemple sur le conflit arménien. J'ai l'impression qu'il est très aligné quand même au système. N'oublions pas, enfin moi j'oublie pas une chose, hein, c'est que de la même manière que le Front National a émergé dans les années 80 sur des coups de pouce mitterrandiens pour faire exploser la droite traditionnelle, de la même manière aujourd'hui le système est en train de mettre en place des contre-feux qui vont venir prendre sur l'électorat traditionnel et de Marine Le Pen et de la France insoumise, avec des Zemmour, avec des Onfray, etc. Enfin, il ne faut pas rêver, il faut voir avec quelle facilité ils ont mis en place Macron, et avec quelle facilité il peut être réélu. Et à mon sens, mais peut-être que je me trompe, il ne se fera pas réélire, ou alors c'est que la dictature planétaire va avancer encore ses pions. Parce que, je vous dis, 2022, quand ils vont arrêter de balancer les aides sociales à tous les artisans, les indépendants, etc., qui sont sous perfusion, les drames vont commencer. Là, il n'y a pas de drame. Moi, je discutais avec un président de tribunal de commerce, il n'y a pas de faillite. Il n'y a pas de faillite aujourd'hui. Parce que tout le monde est sous perfusion. Mais quand ça va arriver, là, les drames vont commencer. Et ceux qui seront aux affaires, ils sont morts d'avance. Et pour revenir sur Onfray, j'ai jamais vu de ma vie une revue comme le Front Populaire qui a eu une promotion gratuite faite par les médias. Même avant qu'elle soit lancée, c'est hallucinant. Il y a des médias qui deviennent de plus en plus, qui osent de plus en plus de choses. Oui. François ose de plus en plus de choses. Comment il s'appelle ? Marianne ose de plus en plus de choses. Donc il faut être attentif à servir virement, parce que comme dans la commune, il y avait des organes de presse qui désinformaient, il y en a d'autres qui essayaient de réinformer. Et je pense que il ne faut pas tout voir suspect, et des fois il faut peut-être donner un petit coup de pouce pour que les choses elles prennent, parce qu'on ne trouvera jamais chaussures à notre pied, le petit escarpin d'argent doré qu'on voudra. Je pense qu'à un moment il faut concilier avec l'histoire. Ça aussi c'est. Mais d'après moi, il y a un problème de fond duquel personne dans la grande mouvance populiste, dans laquelle personne auquel personne n'a pas été capable de répondre ou de se soustraire. C'est-à-dire, le grand attrait du populisme, c'est un attrait qui attire les gens, les soi-disant perdants de la mondialisation d'un point de vue culturel et économique, ou les perdants du grand reset, si vous voulez, ça n'a qu'une importance, vers qui demandent d'obtenir à nouveau leur pouvoir, parce que d'être plus représentés démocratiquement, de rentrer dans leur situation principale, etc. Il n'y a personne dans le populisme, et je ne parle même pas du souverainisme, là je commence à rire, dans le populisme occidental qui a essayé de trouver une logique pour réinventer l'actualité et pour trouver une nouvelle formule. Donc, tous les gens sont là, pratiquement, c'est le front de Ralère.
le Front de Rahler aura toujours la majorité apparente, mais même quand il arrive à avoir une majorité parlementaire, par exemple en Italie avec le Jean et le Vert il y a 2 ans, ça ne sert à rien parce qu'ils ne savent pas quoi faire, aucune idée. Bon, si tu permets sur le populisme, il ne faut pas aussi confondre populisme, c'est-à-dire peuple, et les mouvements style poujadiste, petit commerçant. Le peuple n'est pas un petit commerçant quand même. Ah, c'est une composante, Gilbert, quand même. Et je crois que c'est pas la seule composante. Non, c'est pas la seule, mais c'est de l'union. Enfin, je reprends cette gravure là, les animaux là qui se montent dessus, la gravure de Brême, ça me revient plus. Mais c'est de l'union des différentes composantes du corps social qui arrive à émerger une opposition. Et je m'excuse de t'avoir coupé du coup, mais je reviens à cette question du fédéralisme. Derrière le fédéralisme, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la volonté de trouver des compromis et de s'adapter à la vision de tout le monde. Et aujourd'hui, je crois qu'une des maladies de la famille identitaire, patriotique, nationaux, nationaliste, appelez-les comme vous voudrez, c'est de vouloir avoir raison sur tous les points et que les autres s'adaptent. Alors que l'esprit du fédéralisme, c'est de trouver des compromis et de s'adapter de manière à avancer tous ensemble. Et je crois que c'est un peu ce qu'essaye de faire, à mon sens, Onfray, de dire, tout le monde ne pourra pas avoir raison, donc je pense qu'à un moment, il faudra mettre des compromis. Je mets le débat sur la table. Puisqu'on parle de fédéralisme, on ne peut pas faire l'impasse sur le travailler ensemble et adapter son discours. Et vous continuez sur ce que je voulais dire, et pas pour faire sauter en l'air Malia, qui va certainement avoir une crise après ce que je vais dire. Il ne faut pas oublier non plus que le terme populisme est revenu à la mode grâce à des mouvements du nord de l'Europe, genre aux Pays-Bas, et grâce à la mouvance sioniste qui a voulu recréer des mouvements populistes en fonction anti-islamique quand même. Alors, je ne vois pas pourquoi ça me ferait exploser. Je vois pas pourquoi ça me ferait exploser. Je crois, par contre, j'adhère tout à fait à ce qu'a dit Roberto. Je crois qu'il faut réfléchir à cette idée fédéraliste qui est tout à fait contraire aux habitudes françaises qu'on nous a imposées et ne pas être aussi sévère avec le poujadisme. Moi, je crois que poujadiste et populiste sont des mots synonymes. Aujourd'hui, on emploie le mot. Enfin, il faut quand même rappeler que ces deux mots ne sont pas dans le Larousse et donc on ne va pas se disputer sur des mots dont les frontières ne sont pas totalement définies. Mais le poujadisme lui-même était de l'avis de Pierre Poujade dans un débat extraordinaire où tout le monde parlait du poujadisme et il était dans son petit coin. Et c'était bien après, mais c'était. Et il dit, écoutez, permettez-moi d'en parler un peu. Le poujadisme, c'était une tentative de survie de la France rurale. Et en fait, le poujadisme aspirait très maladroitement à la fédération de tous les métiers, et je l'ai rencontré, moi, Poujade, je l'ai un peu côtoyé, on a débattu. Lui, son idée était une espèce de fédéralisme de toutes les corporations, des gens qui produisent à leur manière. Quand on parle des petits commerçants, je comprends que tu dises le peuple, c'est pas un ensemble de petits commerçants, mais il faut pas non plus avoir une vision complètement matérialiste de la production. Donc tous ces métiers qui sont écrabouillés par le système, par la grande banque, par les technocrates, par une administration assez insupportable, il faut le reconnaître, eh bien, tous ces gens forment effectivement un rassemblement. Par exemple, à une époque, on employait le mot protestataire. Eh bien, c'est ça aussi. Et les gens qui réussiront à redresser la France et l'Europe, l'Europe et la France, eh bien, sont des gens qui sauront fédérer les protestataires. Voilà. C'est fédérer les protestataires, ça veut dire être un peu à l'écoute des autres métiers, des autres visions du monde, le nord de l'Europe me convient très bien, bien que je le connaisse assez mal, effectivement.
Désactiver le micro. Ben, je désactive le micro. J'aurais une petite réflexion. D'autres interventions? Oui, Gabriele, j'avais une petite réflexion concernant ta troisième question sur l'interrogation pourquoi ça échoue à chaque fois. Alors, à l'époque de la commune, bon, on a suffisamment de recul pour voir les nombreuses composantes pour lesquelles ça a échoué. Sur mai 68, on voit qu'il y a eu pas non plus, ça n'a pas été du tout les mêmes mécanismes qui ont été mis en œuvre, mais le sous-jacent est à peu près le même en termes de torpillage du mouvement initial. Et pour faire l'articulation avec les Gilets jaunes, moi, il y a 3 points qui me paraissent assez comment dire, dans la lecture des choses. C'est qu'en France, on a cette tendance typique à avoir une quête d'absolu. Le sujet du fédéralisme est justement d'autant plus pertinent. On est toujours à chercher un absolu plutôt que non pas faire des compromis, mais en tout cas faire de l'écoute et joindre les efforts par les différentes composantes du peuple. Mais il y a également la question de la communication qui me paraît clé dans tout ça. Parce que ce soit 1870, que ce soit 1968, ou désormais après au XXIe siècle, les moyens de communication sont pas du tout les mêmes d'une époque à l'autre, mais la manière dont ils sont utilisés par les uns comme par les autres, disons, par les opposants aux mouvements sociaux, ils sont utilisés toujours de la même manière. Donc la désinformation d'un côté, le torpillage, la volonté de créer de la division, tandis qu'en bas, ou en tout cas dans le mouvement, il n'y a pas assez justement de fédération, il n'y a pas assez de communication en direct et d'organisation au final, parce que la communication permet forcément l'organisation, et puisque c'est justement ce qui a péché dans tous les mouvements en question, ça me paraît être quelque chose qui est de fondamental. Je pense que c'est au niveau de la communication. Parce que les Gilets jaunes ont été balayés parce qu'ils n'étaient à la fois pas fédérés par le dessus, ce qui était quelque chose qui pouvait être une force à la base, mais du coup ils ont été torpillés par l'horizontale, avec des infiltrations que ce soit les Black Blocs, les gauchistes, etc. On a eu quelque chose qui clairement a éteint le feu qui animait toutes les composantes du début, en voulant justement mettre des grands absolus avec le fameux RIC. Ça a été un petit peu la chimère à le référendum d'initiative citoyenne. C'était un peu la chimère pour éteindre la chose au début. Et puis après, si on articule ça avec d'autres lectures de l'histoire, tu parlais de Sternel tout à l'heure, il me semble que l'épisode du cercle Proudhon est également un bon exemple d'échec malgré la volonté, avec justement, là encore, ce tropisme franco-français de quête d'absolu, même dans une volonté de se fédérer, parce que le cercle Proudhon, ils ont voulu se fédérer, mais il y avait quand même cette quête d'absolu qui fait que ils ont convergé, mais après ils sont chacun repartis dans leur côté, sans jamais avoir atteint quoi que ce soit. Mais ça, c'est pas très important, le fait qu'ils soient partis de leur côté. Dans certains moments, ils se sont fédérés, c'est important. Mais ce que je veux dire, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais attention, parce que la communication est importante, mais le aussi cannibale. C'est-à-dire, aujourd'hui, on consomme de la consommation. Et l'individu est quelqu'un qui consomme de la consommation. Le fait que les gens sachent ou pas les choses, ça change relativement. Parce que quelqu'un qui connaît une chose, quelqu'un qui écoute une chose, et il pense avoir tout résolu. Je fais un exemple. Avant qu'il y ait la télé telle qu'il y avait aux années 70, 80, disons, les gens rêvaient. Donc, par exemple, les gens partaient pour aller se battre à Cuba, par exemple, ou ailleurs, ou à Budapest, ils entendaient ça à la radio, etc. Une fois que tu regardes les images, en plus fausses, à la télé, tu penses y être, tu n'as plus envie de partir. Donc, attention, le vrai problème n'est pas tellement la communication qui est vraiment inutile, le problème est la connexion. Ce qui est autre chose. Aujourd'hui, on parle d'une société qui est une société qui est fondée, qui est formée par des individus masses qui sont connectés par les autres, par des relations très virtuelles et dans une société qui n'est pas organique du tout. Donc, c'est à cause de ça, je pense, que les différences sont fondamentales par rapport au passé. Alors, il faut savoir intervenir là-dedans.
mais sachant qu'on a affaire avec tout à fait avec une autre humanité, une autre anthropologie, qui est parce que le fait que tout le monde soit au courant ou pas d'un truc, ça change dans l'importance. On en parle tous, mais quand on a tous parlé, on n'y était pas. Et quand on est là, souvent on est là pour mettre sa propre figure sur un truc, mais on n'y participe pas vraiment. Donc il y a un gros problème là, qui est un problème de l'actualité. Et j'insiste qu'il faut d'abord travailler sur l'homme. Enfin, il faut faire les deux, mais d'abord sur l'homme, après sur la technique, plutôt qu'à l'inverse. Parce que si on n'a pas deux hommes qui ont une mentalité très spécifique, fédérer des gens qui sont grosso modo de l'arbre, parce que ou de faits follets, tu peux en faire du million, tu peux faire brûler des millions de faits follets. On a vu ça avec Grillo, hein. Grillo a mené de masse comme personne n'avait pas vu l'avance depuis moins de 40 ans dans les soirs, et de masse qui voulaient tout bouffer, tout changer, tout refaire, et qui se sont de fait au premier soleil, parce que c'était justement de fait follet, c'est des zombies. Le problème, c'est ça. Grosso modo, les gens sont des zombies, donc qui ont une vivacité très, très limitée. Alors, là-dessus, il faut travailler complètement par des logiques très hiérarchisées. C'est un travail énorme. Je veux dire, si on espère de pouvoir avoir un sursaut quelconque par un truc massif qui peut tout changer, on rêve. Juste, Gabriele, pour préciser, toi, quand tu parles de connexion, c'est le fait de trouver des gens qui se ressemblent. Oui, mais bien sûr. Voilà. Ou au moins qui ont une vision de choses qui n'est pas leur propre nombril. Une proximité idéologique. Ou même pas, à la limite, même pas ça, mais anthropologique et fonctionnel. Quand Anthony, là, qui est marxiste, avait fait cette réflexion, il a dit là, reprenons Alix, il a dit le temps que tu retrouves, je vais apporter ma précision si tu veux bien. Parce oui, que du coup, je cherche. Il a dit on est dans une ambiance. Ah là, je l'ai perdu. Voilà. On est dans une ambiance contre-révolutionnaire. Donc réactionnaire qui ne changera rien, mis à part la possibilité d'aller au restaurant, au cinéma. Je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est pas contre-révolutionnaire. Ça serait contre-révolutionnaire, c'est un gros mot. Ça serait. Il n'est même pas réactionnaire. Mais on est dans une ambiance qui est une ambiance, comme je disais auparavant, de gens qui se laissent vivre, donc qui ont comme objectif de choses très simples qui n'ont aucune envergure. Alors, bien sûr, bientôt, ils auront besoin de vivre. Donc, ça c'est autre chose. Ils auront besoin d'un salaire, ils auront besoin d'un... Bon, ça c'est encore autre chose. Mais ce que je veux dire, tout le monde bouge, entre guillemets, bouge. Ce serait magnifique. Tout le monde s'agite pour des trucs qui risquent de perdre. Il n'y a pas une vision d'ensemble. Donc, s'il n'y a pas de vision d'ensemble, toutes les choses peuvent durer une minute. Alors, les gilets jaunes ont duré longtemps parce qu'ils ont été réprimés. Si par exemple, le gouvernement les avait laissés faire, ils auraient duré un mois. Ils ont duré un an grâce à la réaction. Parce qu'ils ne pouvaient rien faire. Parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Parce que personne ne sait quoi faire. En Argentine, quand le Fonds monétaire a rendu les gens, ils ont affamé les gens. Mais vraiment affamé. Le peuple est descendu en place, et puis la rue, et puis en Argentine, armée avec des fusils à pompe, etc. Et à l'improviste, ils ont perçu qu'ils ne savaient pas sur qui devaient-ils tirer, et ils ne savaient pas quoi faire. Ça, c'est le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas une école de philosophie et de praxis qui permet de rentrer dans les nouvelles mouvances. Donc, le vrai problème, c'est que tout le monde attend quelque chose par les autres.
Tout le monde se regarde en espérant que quelqu'un fasse quelque chose. Et comme ça, on ne fait rien. Moi, je suis d'accord toujours avec notre marxiste, dans le sens qu'il y a une différence entre Marx et Lénine, et grosso modo la même qu'entre Jésus-Christ et Calvin. Donc, je ne suis pas léniniste dans le sens que je n'aime pas du tout la personne. Mais bon, certains éléments que Lénine a mis noir sur blanc, bon, il n'a rien inventé, mais certains éléments que Lénine a mis noir sur blanc sur comment intervenir de façon sélectionnée et hiérarchisée, quelque part professionnelle, moi je ne suis pas d'accord sur le professionnel, mais pour nous entendre, sont très importantes. Et parce qu'autrement, on se laisse faire par la spontanéité générale. Mais le problème, c'est que la spontanéité générale d'il y a 50 ans, même si tu allais droit contre un mur, c'était une spontanéité générale, généralisée et comment dire-je, et partagée. Aujourd'hui, ce sont des éruptions d'individus qui sont mal à l'aise, c'est tout. Moi, sur l'aspect communication et connexion, je voudrais y donner un autre sens qui me semble important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et on en a l'illustration faite, on ne communique que par des outils virtuels. Et ces outils virtuels peuvent être et doivent être et seront ou sont déjà enregistrés par les gens d'en face. Et que tout doucement, ils sont en train de mettre la main sur notre capacité à nous réunir et à nous dire des choses de manière plus physique et plus proxémique en termes de distance. Alors, pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose, mais chaque fois que ce sera possible, je vous invite à essayer de réunir les camarades localement pour se dire des choses, pour refaire des réunions, des briefings, etc. Et ne pas se contenter de ce que veut bien nous laisser le système, parce que c'est sa manière à lui, je pense, peut-être que je me trompe, de nous enfermer. Nous sommes parfaitement d'accord. Bon, alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, d'autres questions, on peut peut-être, puisque ça fait 8 heures, on peut conclure la séance. Entre-temps, justement, je rappelle qu'à partir du 22 juillet, on aura notre rendez-vous d'été des Lansquenets d'Europe. Donc, c'est un bon endroit pour pouvoir déjà faire bouger un petit peu les choses et pour reprendre un petit peu pour respirer. Et alors, si quelqu'un d'autre veut intervenir immédiatement ou il y a quelque chose à dire, le dise. Sinon je salue tout le monde. Je donne bonne Pâques à tous ceux qui aiment cette fête. Et il y a Alex qui me relaie une question là, enfin que je me permets de relayer une question pour Robert de la part d'Alexandre. Quid de la question immobilier, épargne de précaution et transfert vers la province hors agglomération, en gros basculement, contexte basculement économique ou transfert révolutionnaire. Okay. Je suis pas certain de comprendre vu que c'est assez succinct la manière dont il a rédigé, mais si jamais ça fait sens pour Robert. Je ne sais pas, sans doute fait-il allusion au prix de l'immobilier qui, dans la France périphérique, est particulièrement bas. Et les loyers à Paris, par exemple, sont incroyablement exagérés. On a un 2 pièces on avait un 2 pièces quand je séjournais à Paris en 1981. On avait un 2 pièces pour le prix d'une villa à Waterloo. Mais bon, ça c'est un détail. Il y a forcément une nécessité, qui est aussi dictée par quelque chose que j'estime finalement assez dangereux et qui est le télétravail, parce que le télétravail est une méthode supplémentaire pour qu'il n'y ait, comme le voulait Thatcher, no society at the end. Donc, il va y avoir effectivement un exode urbain, alors que nous avions connu pendant les 30 glorieuses essentiellement un exode rural vers les villes. Nous allons connaître maintenant, évidemment, une sortie des villes, ça c'est certain, certainement pour la France. C'est déjà le cas pour Bruxelles, mais ce n'est pas significatif dans la mesure où les distances ne sont pas énormes dans le royaume de Belgique. On est toujours tout près d'une ville ou tout près de son lieu de travail par rapport
à ce que les Français peuvent vivre ou d'autres peuples qui vivent dans des territoires moins densément peuplés. Oui, mais il y a aussi l'épargne. Je crains, et il y a lieu de craindre tout de même, que la crise financière qui a explosé en 2008, il va y avoir 12 ou 13 ans, les États ont remboursé les banques qui ont fait faillite. Par ailleurs, les États se sont endettés auprès des banques au point qu'ils ne peuvent plus payer. Et un des expédients possibles, parfaitement imaginable, c'est qu'on va piquer l'épargne des citoyens, de même que leurs biens immobiliers, et qu'en échange, on va leur donner l'allocation universelle. N'oubliez pas que c'est des choses dont on parle dans certains milieux qui ne sont évidemment pas ceux de notre mouvance, mais c'est un risque qui pend au nez de tous les citoyens qui obéissent aujourd'hui comme des moutons à toutes les injonctions qu'on leur fait dans leur vie quotidienne. Et ils l'acceptent. Je suis absolument sidéré que les manifestations qui se déroulent ici en Allemagne et aux Pays-Bas sont simplement des happenings où on chante et où on danse dans les parcs publics dans une masse suffisamment compacte pour que la maréchaussée, qui est aussi en week-end, n'ait pas les moyens d'intervenir. Bon, donc, s'il y a une question sur l'épargne immobilière, sur le mouvement qui porte les citadins à retrouver la campagne, ben c'est un mouvement qui correspond à certains desiderata du système, dans la mesure où, ma foi, ben, si le gars, au lieu d'habiter à Paris, va habiter à Blois, à Vendôme ou à Chartres, et qui fait du télétravail, qui se rend à Paris ne fût-ce qu'une fois par semaine, ben, il payera un loyer moins cher, on ne devra pas augmenter son salaire, on ne devra pas lui donner une prime logement, etc., etc. C'est tout bénéfice pour le système. Bien. Je te remercie beaucoup, Robert. Alors, on se quitte. Ben, on se dit à la prochaine fois, surtout. À la prochaine fois, bien sûr. Merci. Et bientôt, on aura ça en vidéo sur YouTube, dans notre site. Elle sera répercutée. Ouais. Merci à tous, bonne soirée. Voilà. Au revoir.